Bonjour à tous. Donc voici comme promis une petite vidéo de questions-réponses. Donc j'ai eu plein de questions. Donc voilà, en fait ça va prendre beaucoup plus qu'une vidéo. Alors je vais prendre en fait d'abord des questions de Marc en fait sur les aspects. Alors merci beaucoup de tes questions, Marc. Première chose en fait, tu m'as demandé si le vertex et le T carré et les aspects mineurs étaient importants et si je pouvais en parler. Alors on est très nettement là en fait j'allais dire en cours d'astrologie, on est vraiment sur de l'astrologie très précise. Donc pour ceux que ça intéresse, je rappelle qu'en fait j'ai des cours d'astrologie auxquels vous pouvez venir participer pour vous former en tant qu'astrologue. Alors T carré, T-square, en fait. Déjà, Marc, j'ai mis pas mal de temps à trouver en fait de quoi ça parle, ce que c'est que ce truc. En fait, en français, ça s'appelle apex. Et ça, effectivement, l'apex, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que l'apex? C'est quand on a une opposition dans un thème, et qu'on a une planète. Donc, une opposition dans un thème, c'est quoi? C'est deux planètes qui sont éloignées, on va dire, de 180 degrés à peu près, c'est-à-dire qui coupent le cercle qui fait 360 degrés, comme vous savez, comme je sais aussi, à peu près en deux, avec une marge d'orbe le moins importante possible. Alors le moins importante possible, ça c'est important pour le coup à dire, c'est-à-dire que les astrologues humanistes ouvrent une orbe très importante, c'est-à-dire qu'ils disent oui on peut avoir une orbe jusqu'à 10 ou 15 degrés, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Comme je dis toujours à mes élèves, plus je vieillis, plus je serre les orbes, donc pour moi une opposition c'est forcément 4-5 degrés maximum pour une opposition. Donc un apex, c'est quoi? Un T-square, un T carré, c'est quoi? C'est en fait, si vous voulez, une planète qui va venir à 90 degrés de cette opposition et qui est connue en astrologie pour être une résolution. Ça veut dire que, en gros, qu'est-ce que c'est une opposition? C'est deux trucs qu'on n'arrive pas à mettre ensemble. C'est une guerre, c'est une guerre entre deux parties qui ne peuvent pas être d'accord. Donc je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez ce que c'est une guerre. Donc les gens, ils ne sont pas d'accord. Les planètes, en fait, elles ne sont pas d'accord. C'est quoi le principe fondamentalement d'une opposition? Ça veut dire que l'un des deux côtés, en fait, de votre opposition, elle va être la plus forte. Donc, en fait, il faut la laisser gagner. C'est-à-dire qu'en fait, dans une opposition, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que vous avez un côté qui est plus fort que l'autre. Il faut l'identifier pour que, en fait, si vous voulez, le côté qui est plus fort que l'autre puisse venir entraîner celui qui est plus faible. C'est-à-dire qu'il y en a un qui doit être le wagon de tête, l'autre qui doit être la locomotive et l'autre qui doit être le wagon de tête. Et en fait, il y a toujours un ordre dans une opposition. C'est-à-dire que si vous avez une opposition d'un côté, je sais pas moi, avec, je sais pas, on va imaginer un amas avec Uranus, Lune, Jupiter et de l'autre côté Mercure, Mercure il est tout seul, c'est Mercure qui doit se mettre d'accord avec les autres. Voilà. En fait, c'est comme dans une guerre, c'est-à-dire c'est le gros qui bouffe le petit. Donc en fait, c'est très important que vous ayez vraiment, j'allais dire, notion que dans votre thème, si vous voulez trouver une paix par rapport à une opposition, c'est vraiment le pôle dominant qui doit donner le ton et inclure, évidemment faire une place au pôle non dominant. Donc c'est comme ça que ça marche. L'apex, en fait, alors il est connu dans les livres d'astrologie, on vous dit l'apex c'est le point de résolution de l'opposition. Alors on voit bien ça avec la diplomatie, on se dit... Voilà, par exemple, je ne sais pas, il y a deux pays qui sont en guerre, par exemple l'Ukraine et la Russie, et la France arrive et va tout résoudre. Eh bien, en fait, non, ça ne marche pas. Donc, en fait, si vous voulez, le point, c'est que le point d'apex n'est pas un point qui va venir résoudre, j'allais dire, l'opposition frontale entre deux entités, entre deux parts. En fait, l'apex, c'est le point qui va, quelque part, symboliser une espèce de zone d'échange dont personne ne veut. Donc, bien loin d'être simple, si vous voulez, c'est un point qui complique énormément les choses. C'est-à-dire que déjà, vous ne voyez pas dans votre vie comment deux trucs peuvent aller ensemble alors qu'ils n'y vont pas. Alors, c'est pas la peine. Vous voyez, dans les livres d'astro, on dit aussi, l'opposition, elle est dynamique. J'adore ce mot dynamique. Non, une opposition, elle n'est pas dynamique. Une opposition, elle est opposée. Donc, en fait, si vous avez de l'huile et du vinaigre et que vous essayez de les mélanger, ça peut le faire pendant un petit moment, puis vous allez voir que les deux vont se distinguer l'une de l'autre. En fait, dynamique, non, c'est pas dynamique, c'est opposé. Donc ça veut dire que ce n'est jamais d'accord. Donc ça veut dire que vous devez faire avec le fait que ce n'est jamais d'accord, et qu'il y a un troisième point qui arrive, et qui dit, moi je vais vous mettre d'accord, tout le monde se base sur moi, et vous oubliez ce que vous êtes. Ça ne marche pas, évidemment, mais par contre, ça rajoute un problème. Ça veut dire que, par contre, la clé, j'allais dire, de l'équilibre,
vient se rajouter dans un troisième point. Alors, je tiens à dire, je ne sais plus si c'est toi, oui c'est toi Marc qui m'a posé la question, c'est-à-dire qu'en fait le point qui est très important avec ce petit carré ou cet apex, c'est que ce domaine entre les deux prend la place en fait de l'opposition, c'est-à-dire qu'il commence à parler plus fort. Pourquoi ? Parce qu'une opposition, en fait, elle renvoie dos à dos deux parts dans une personnalité ou dans une situation, donc de toute façon, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Par contre, le domaine qui se retrouve coincé entre les deux et qui sert soi-disant de, de passage entre les deux, c'est un domaine qui doit être travaillé en soi et devient prioritaire dans une thématique, dans une personnalité. Bon, donc en fait, c'est un domaine sur lequel il faut faire focus et sur lequel on a conscience. On a conscience, si vous voulez, la grande différence en fait entre une opposition et un carré, c'est qu'un carré, on peut le résoudre. Pas une opposition. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, si on commence, à réfléchir sur la logique du carré, on voit que par contre, il y a un emboîtement entre les deux pôles du carré qui doit pouvoir se faire sans locomotive, c'est-à-dire sans pôle dominant, alors que dans l'opposition, il y a un pôle dominant. Donc j'espère t'avoir répondu. Ça t'intéresse, viens au cours avec plaisir. Alors après, tu me poses la question, je crois que c'est toi, sur le vertex, en me disant... le vertex est-il très important ? Alors moi en général j'utilise plutôt en fait tout simplement le descendant, c'est-à-dire le point de la maison 7 pour symboliser les autres. Le principe du vertex, d'abord le vertex c'est un point symbolique, c'est un point de calcul, ce n'est pas une planète, donc c'est un point symbolique. Ce point en fait concrétise la posture de l'autre dans notre vie. Alors j'ai fait quelques vérifications parce que ta question elle m'a intéressée et je me suis rappelé qu'il y a 10 ans j'utilisais plus le vertex que le descendant parce que je le trouvais plus exact, c'est-à-dire que très souvent vous avez le V du vertex qui est calculé à peu près autour de la pointe du descendant, mais souvent, notamment dans les cartes de révolution solaire et autres, ça se déplace. Donc en fait, c'est votre image de l'autre et ce que vous souhaitez que l'autre fasse. Mais en fait, c'est pas très varié parce que c'est soit en maison 6, soit en maison 7, soit en 8, soit en 9 maximum, mais ça va jamais se retrouver ailleurs. Donc ça veut dire que de toute façon, on attend de l'autre quelque part quelque chose au fond où on est beaucoup plus pris en charge de toute façon, soit dans la vie quotidienne, soit dans la vie professionnelle, etc. Mais toujours est-il que c'est notre image de l'autre qui est ainsi projetée. Enfin, Marc, tu me poses la question, en fait, pour les aspects mineurs. Alors là encore, je vais te répondre de manière complètement malingre, et si ça t'intéresse, vraiment viens au cours. Bien sûr, en fait, j'utilise les aspects mineurs. Alors, contrairement à, les astrologues humanistes, je démultiplie pas les aspects. En fait, comme vous savez probablement, les aspects rares, les aspects mineurs correspondent en fait aux cartes de division indiennes. Et en fait, les astrologues humanistes essayent de retrouver les D1, D2, D3, D4, D50, etc., D7, D8, D9 à travers en fait des aspects. Alors, ce qui prouve en fait l'unité profonde de nos traditions, et je m'en réjouis infiniment, mais c'est très compliqué à lire en fait sous forme d'aspects et pas toujours très efficace. Donc moi je préfère fonctionner à l'économie. Le quinconce, c'est un aspect de 150 degrés qui est un aspect très important qui indique toujours dans une carte qu'on te demande une troisième voie par rapport aux deux planètes qui sont impliquées. C'est-à-dire en fait on te demande de trouver autre chose que ce qui a l'air de se présenter. Le demi-carré, semi-carré, en fait, ne veut pas croire que la solution qui lui soit proposée soit la bonne. C'est-à-dire qu'il y a une résistance mentale très très importante à la solution qui est proposée à l'univers, par l'univers. Et enfin, le sesquicarré 135 degrés est un blocage de principe, c'est-à-dire qu'on voit la solution et on n'en veut pas. On a le droit, mais effectivement, ça bloque beaucoup les choses. Voilà. Donc, tu me demandes aussi un portrait de Van Gogh. Alors oui, sur le principe, super intéressant, mais je ne sais pas quand je le ferai, probablement en 2025, parce que là, 2024 commence d'être très très plein, donc avec plaisir. Voilà, et merci donc pour toutes tes questions. Donc, j'avais aussi une remarque très intéressante de Céline du Lot, sur les axes des nœuds, en fait, qui disent, au fait, certains... Effectivement, elle me dit, bah oui, mais quand on vit, son exemple, en fait, c'était l'axe, par exemple, 5-11 ou 11-5 qui demande, en fait, soit de rentrer d'un point de vue professionnel. Alors, 5-11, on vous demande de rentrer dans une vie professionnelle, objective. Ça veut dire, en gros, vous devenez salarié ou employé dans quelque chose. 11-5, on vous demande de faire votre propre projet. Et en fait, elle me disait avec justesse que selon l'endroit où on vit, à la campagne ou à la ville,
l'ensemble des choix va être plus ou moins facile. C'est-à-dire que, effectivement, c'est moins facile de trouver, par exemple, si vous mourrez d'envie d'ouvrir un kebab, ça va être moins facile d'ouvrir un kebab au milieu, j'allais dire, des champs de lin du Lot. Vous voyez, que si, effectivement, vous êtes au centre de Toulouse, où c'est peut-être plus simple parce qu'il y a plus de clientèle, etc., etc. Donc oui, absolument. En fait, selon l'endroit où quelqu'un vit, tu vois, tout simplement, Céline, moi j'arrive à savoir s'il est plutôt bien axé par rapport à ses énergies ou s'il ne l'est pas. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante parce que ça permet en fait de comprendre si quelqu'un de l'extérieur est plutôt dans une vie où il va pouvoir se déployer ou dans laquelle il s'auto-bloque. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a un axe 12-6, et donc 12, c'est une forme de retraite, c'est une forme, d'un point de vue spatial, hein, une forme de retraite, une forme de mise à l'écart que la personne doit quitter. Si cette personne me dit « je vis sur un piton rocheux au sommet de l'Everest », je sais qu'il est en nœud sud, il n'a même pas besoin de continuer, voyez. Donc en fait, l'idée c'est ça, alors qu'au contraire, s'il est au cœur d'une ville, dans un petit appartement fonctionnel, on sait qu'il est plutôt en nœud nord. Et en fait, ça permet tout de suite d'avoir une idée, si vous voulez, l'idée de l'axe des nœuds, c'est que ça va être une espèce de photographie instantanée, vous savez, comme ces anciens Polaroid où on prenait la photo et la photo sortait illico. En fait, ça permet de savoir exactement où en est la personne. Mais ainsi, pareil, de l'habillement, ainsi, pareil, on va dire, de la manière de se conduire, de se présenter, ainsi, de la manière, on va dire, de vivre, etc. Si ça vous intéresse, il y a une session d'approfondissement sur l'axe des nœuds qui doit être à peu près pleine, mais dans laquelle il doit rester un petit peu de place, qui commence en janvier 25, je crois. Voilà. J'ai une question d'Olympe sur comment ne pas confondre, j'allais dire comment ne pas confondre le signe de l'ascendant et le signe du nœud sud. Alors, la question d'Olympe, c'était comment ne pas confondre l'ascendant balance avec le nœud sud balance. Mais c'est impossible de confondre. Pourquoi c'est impossible de confondre? Et j'allais dire, Olympe, c'est dommage que tu ne sois pas venu au séminaire de l'axe des nœuds parce que ça t'aurait vraiment éclairé. En fait, l'idée, c'est que l'énergie du nœud sud, elle est complètement négative, elle est pleine de défauts. Le signe de la balance en nœud sud, c'est l'incapacité à se décider, l'impression qu'on est vulnérable au jugement des autres, l'impression qu'on n'a pas de place pour se déployer, l'impression qu'on fait toujours mal, l'impression qu'on est en trop, l'impression que personne ne veut de vous, l'impression qu'on est toujours de l'avis du dernier qui a parlé, etc. Et l'univers vous demande une mise en avant de votre personnalité, nœud bélier, le fait de se propulser, d'avancer, de faire des choses, etc. L'ascendant, en fait, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas, je le dis et je le redis, c'est-à-dire qu'autant on se complaît dans son signe sud, l'ascendant, en fait, c'est une boîte à outils concrète, ça veut dire qu'un ascendant balance vous dit, tu veux réussir quelque chose, fais avec les autres. Mais avec les autres, c'est pas, en fait, en s'effaçant. C'est en allant chercher les autres. Un nœud sud balance ne va chercher personne. Il se contente de se dire « Ah, je ne devrais pas, je prends trop de place, ah, je ne sais pas quoi faire, etc. » Il est tout mou et tout doux. En fait, il est tout recroquevillé. Alors que l'ascendant balance, c'est quelque chose qui pousse, qui pulse vers le monde extérieur, vers les nouvelles rencontres, vers le fait d'avoir envie de faire des choses avec d'autres, etc., etc. Et en fait, quand on a cette configuration, parce que c'est le point qui est intéressant, Olympe, quand on a une configuration entre un nœud sud balance et un ascendant balance, ça veut dire qu'on doit sortir d'un mauvais enfermement, ne plus vouloir se laisser porter par les autres, mais au contraire faire avec, c'est-à-dire faire ensemble, faire d'une énergie commune et pas être complètement passif en fait dans sa manière de faire. Donc c'est toujours, j'allais dire, la façon de faire entre le nœud sud et l'ascendant, c'est comprendre qu'il y a une énergie qui est complètement, j'allais dire, débilitée et passive et mauvaise, qui nous entraîne en fait, comme je dis toujours, c'est un peu comme si vous aviez un comportement, j'allais dire, qui ne va plus parce qu'il est plus adapté en fait, à l'état. Vous voyez, nœud sud balance 12, mes amis les hindous vous diraient, oui, c'est quelqu'un qui a vécu dans une communauté retirée. Donc évidemment, si vous vivez dans un monastère au Tibet, vous avez intérêt à être copain avec vos copains moines, parce que, en fait, si tout le monde ne fait pas pareil, on a un problème, surtout en cas de tempête de neige. Là, en fait, c'est fini. Vous n'êtes plus dans une lamaserie au Tibet, donc ça veut dire que vous êtes obligé de vous propulser, d'avoir un ego, d'aller de l'avant, de vouloir des choses, de désirer des choses, etc., etc., et de les désirer avec d'autres. Donc l'ascendant balance vous remet en fait dans une énergie de vie. Et c'est ça qui est très important, et de rencontres et de mouvements. Bon, alors, j'avais aussi, donc ça c'était toutes mes questions juste d'astro. Donc j'avais aussi une question, en fait des remarques
qui viennent souvent et j'allais dire qui, à la fois, m'accablent et en même temps me désolent. Donc j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais il se passe rien dans ma vie, j'en peux plus qu'il se passe rien dans ma vie. » Alors, on va laisser le chat finir de faire du bruit, voilà. Donc, il ne se passe rien dans ma vie. Moi, la première chose qui me vient, vous voyez, c'est « Mais comment vous faites ? Comment vous faites entre la masse absolument incalculable d'emmerdes qu'on peut avoir chaque jour, la masse de désirs et d'envie incalculable aussi qu'on peut avoir chaque jour, la masse de rencontres, de possibilités de déploiement qu'on a dans notre vie chaque jour, comment vous faites pour dire il ne se passe rien ? En fait, je vais changer votre phrase. Alors, je ne sais plus le prénom de la personne qui m'a dit ça, mais est-ce que ce n'est pas plutôt que ce que vous attendez précisément selon votre scénario, c'est-à-dire que peut-être vous attendez un super job, un super compagnon, une super compagne, un bébé, un déménagement au Balkan, le fait d'aller en astronef faire le tour de Mars, de devenir incroyable et de pouvoir parler 40 langues, etc. Ce que vous attendez selon votre scénario n'arrive pas. C'est-à-dire que, là, je ne sais pas ce qu'est en train de faire le chat, mais je pense qu'il est en train de planter un clou. Donc, tu peux arrêter le chat, pas en fil, stop, pas en fil. Voilà, excusez-moi pour cette interruption de tambour, voilà. Donc, en fait, vous attendez quelque chose, une chose précise, cette chose-là n'arrive pas. Donc déjà, ne me dites pas « il ne se passe rien », dites-moi « ce que j'attends ne se passe pas ». En fait, j'ai envie de vous dire... Vous attendez, vous avez tort. Et c'est lui qui continue avec son tambour. Pourquoi ? Parce que si vous êtes dans une position d'attente dans votre vie, vous n'avez pas compris le message de l'univers. Si vous êtes en train d'attendre quelque chose, c'est que vous n'avez pas compris qu'il y a un changement de direction à avoir. Un changement de direction de votre désir. C'est-à-dire que si en fait vous attendez quelque chose et que ça ne se passe pas, ça veut dire que ce n'est pas bon pour vous que ça se passe. En tout cas de la manière que vous le souhaitez, ou bien qu'il y a des choses intermédiaires avant que vous ayez ce que vous souhaitez. Donc en fait le problème c'est qu'il ne se passe rien parce que vous voulez une chose, vous voulez un scénario des choses, ce scénario n'est pas prévu, et en fait il faut changer de scénario. C'est comme quand des gens m'écrivent en me disant « Ah mais oui mais en fait pourquoi vous dites qu'on est responsable de notre vie ?» Si vous n'êtes pas responsable de votre vie, il ne se passera rien de bon dans votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, prendre une responsabilité, c'est pas prendre une culpabilité, c'est pas dire vous êtes mauvais, vous n'avez pas fait les bons choix, c'est de dire vos choix étaient très bons, sauf qu'ils n'ont rien donné, voilà, super, donc faites-en d'autres en fait. Et tout simplement ça, c'est-à-dire de se dire, beaucoup plus à l'américaine, j'ai voulu ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Plutôt, si vous voulez, que de se dire « Ah, hélas, pauvre de moi, ça avance à rien. » Si vous allez voir un employeur en lui disant « Ah, pauvre de moi, j'ai pas eu de chance », ça marche pas. Si vous allez voir, un coach professionnel et que vous lui dites « Pauvre de moi », il va vous dire « Attendez, remettez-vous. » En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que de toute façon, il faut prendre le point de notre vie en disant « Ok, ma vie est telle que j'ai fait ce que j'ai pu, en tout cas elle est telle qu'elle, donc qu'est-ce que je peux vouloir d'autre ? Il y a un blocage, vous attendez quelque chose, ça ne se va pas. Comment vous faites pour avoir la patience d'attendre ? La personne qui m'a écrit m'a dit « Ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien dans ma vie. » Mais moi, en fait, s'il ne se passe rien pendant une journée, je deviens folle. Toute la journée, il se passe des trucs. Alors, comme je vous dis, quelquefois, il ne se passe que des merdes pendant une journée. Ok, c'est le point. La vie, elle est décevante et elle est enthousiasmante. Est-ce qu'on doit se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal quand c'est décevant ? Qu'est-ce que j'ai fait de bien quand c'est enthousiasmant ? Non, en fait, la vie, c'est un flux. C'est-à-dire que la vie, elle s'en fout de votre jugement sur elle. C'est-à-dire que la vie, elle ne va pas se dire « Ah là, il est content, je suis bien contente ». Non, en fait, la vie passe. C'est comme les saisons, c'est comme le cosmos, il passe. Et vous, en fait, vous portez un jugement dessus, en disant là, ça me plaît, je suis content. Là, ça me plaît pas, je suis mécontent. Alors oui, je suis d'accord, il y a des événements qui vraiment nous atteignent et nous plaisent pas, genre on meurt, on n'est pas content. Mais en fait, il paraît qu'on est très content une fois qu'on est mort derrière. Mais toujours le point, c'est que la vie, elle est passionnante et en fait, il faut arriver à comprendre que si vous n'allez pas vous coucher en vous disant « Oh là là, mon Dieu, mais tout ce que j'aurais aimé faire, non pas tout ce que j'avais à faire, mais tout ce que j'aurais aimé faire et j'ai pas eu le temps, à demain je veux me lever plus tôt », on y arrive ou pas, mais pour faire plus de choses, vous n'avez pas compris. En fait, si vous avez une période de calme,
vous pouvez découvrir tellement de choses, apprendre tellement de choses, regarder tellement de films, rencontrer tellement de gens, vous pouvez vous faire des amis, même si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous pouvez voyager, vous pouvez apprendre des choses, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement riche. Si vous avez une famille et des enfants en bas âge, c'est épuisant les enfants en bas âge, oui mais c'est tellement merveilleux et puis ça dure pas longtemps, ça grandit les enfants. Donc en fait, j'allais dire, profitez complètement de chaque étape de votre vie, vous allez voir, vous n'allez plus vous ennuyer. Après l'univers, il vous envoie des fils tout le temps, ça ne vous intéresse pas. Effectivement, moi, si on m'envoie le fil facture d'eau augmentée, ça ne m'intéresse pas. Après, ça peut être passionnant de trouver une fuite, en se disant, mais où est-ce que ça appuie? Et puis de fil en aiguille, on construit un truc, on se dit qu'il faut une porte à la branche, on cherche quelqu'un pour la faire, et là, c'est quelqu'un qui peut, tout à coup, vous planter une palmeraie, c'est passionnant. En fait, la vie, elle est de fil en aiguille, c'est-à-dire que souvent, elle vous envoie des emmerdes pour vous pousser à chercher autre chose. Et c'est ça qui est passionnant. Donc en tout cas, ne restez pas sur l'immobilité, n'attendez pas des événements extérieurs pour vous mobiliser. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, si vous attendez un événement extérieur pour vous mobiliser, il va apparaître négatif, l'événement. Ça, c'est ce que je vous dis de ma grande expérience. Donc en fait, ils sont souvent plus violents que souhaitables. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très romantique de penser que le bien arrive indépendamment du mal. C'est-à-dire que le bon n'est pas dissocié du mauvais. C'est-à-dire que toute chose est liée. C'est souvent parce que vous vous cassez une jambe que vous avez l'occasion, vous êtes tellement énervé que, par exemple, vous allez sur Mythique. Voilà. Et si vous ne vous étiez pas cassé de jambe, vous n'auriez pas été sur Mythique. Et ainsi de suite. Du mauvais naît le bon, du bon naît du mauvais, et ainsi de suite. Vous savez, c'est l'impermanence, hein. Le jour, la nuit, les heures qui passent, les saisons, etc., etc. Donc en fait, n'oubliez pas une chose très importante, c'est que c'est à vous à mettre en œuvre votre vie. J'aime beaucoup en fait ce que dit le Dalai Lama quand il dit, en fait, la grosse différence entre le bouddhisme et toutes les théologies de l'eschatologie, c'est-à-dire qui font qu'on peut être sauvé par quelque chose. Donc, vous qui m'écrivez, il ne se passe rien, vous avez envie d'être sauvé par un événement. En fait, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un événement, il n'y a pas un ange avec une trompette, il n'y a pas même un chien, même un chat, malheureusement, qui va vous sauver. En fait, là, il y a une seule personne au monde qui peut vous sauver, c'est vous. Donc ça, c'est un point qui est très, très important à comprendre, c'est que vous allez vous sauver vous-même. Donc, on peut prier, le Dalai Lama dit, moi bien sûr je prie pour vous, je prie pour tous les êtres vivants, c'est mon travail de Dalai Lama, je prie, et tous les religieux prient, et moi aussi je prie, et évidemment, maintenant, c'est pas parce qu'on va prier que chacun n'a pas à marcher sur son chemin. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, c'est ce que j'aime justement dans l'astrologie, parce que le chemin, il est à parcourir. Plus vous le parcourez, plus il est passionnant, mais c'est justement en apprenant à le parcourir et en reprenant, on va dire, les rênes de votre vie, que vous allez vous déployer complètement.